Pour toutes vos stratégies de communication, vos manifestations politiques et culturelles, vos conférences et séminaires de formation, pour toutes vos cérémonies de mariage et de baptême, vous avez désormais une adresse professionnelle. L'agence Glouzilet au 26 avenue Henri Barbus, 93 000 Bobigny. Un studio high-tech de 49 mètres carrés est mis à votre disposition avec du matériel moderne de production et de post-production. L'agence Glouzilet dispose également de 2 supports de communication sur Internet, bzd-tv.com et glouziletnews.com. Pour plus d'informations, vous pouvez nous joindre au 09 19 588 881, 06 30 768 600, 06 65 381 367. Madame, Monsieur, bonjour ou bonsoir selon l'endroit où vous vous trouvez. La République démocratique du Congo, RDC, le plus grand pays d'Afrique francophone, avec ses 2,3 millions de kilomètres carrés, possède d'immenses ressources naturelles et abrite sur son sol 82 millions d'habitants. Avec plus de 1100 minéraux et métaux précieux répertoriés dans son sous-sol, la RDC peut devenir l'un des pays les plus riches du continent africain et même l'un de ses leviers de croissance s'il parvenait à surmonter son instabilité politique chronique. Malheureusement, ce n'est pas le cas. On peut le dire, le pays connaît une situation sociopolitique et humanitaire très difficile. Les élections présidentielles et législatives qui devaient avoir lieu l'année dernière, plus précisément le 27 novembre 2016, ont été reportées officiellement pour réviser la liste électorale. Et depuis, c'est le statu quo. Même si un accord a été initié par la Conférence épiscopale nationale du Congo, CNCO, a été signé le 31 décembre 2016 entre le gouvernement et l'opposition. Thème du schéma directeur, la situation sociopolitique et humanitaire en République démocratique du Congo, RDC, invité l'abbé Désiré Bala Bala Nimbézé, prêtre congolais, officier en France. L'abbé Désiré Bala Bala Nimbézé est en séjour d'études en France. Il est prêtre catholique du diocèse de Wamba, en République démocratique du Congo, depuis le 18 août 1996. Titulaire d'un double doctorat en droit canonique à l'Institut catholique de Paris et en droit civil à l'Université Paris-Saclay France depuis le 18 octobre 2016. L'abbé Désiré Bala Bala a 2 livres qui sont en cours de publication chez l'Harmattan. Le mariage coutumier chez les Mboudou en République démocratique du Congo, ça c'est le premier. Et le deuxième, encadrement juridique de l'éducation au Congo-Kinshasa, 1885-1986, de l'initiative des missionnaires à la prise en charge par l'État. Son dernier ouvrage est le fruit d'une étude doctorale autorisée à être publiée en l'état et c'est important à signaler. Dans cet ouvrage, l'abbé Désiré Bala Bala nous renseigne sur l'histoire ô combien mouvementée de son pays, la RDC, et particulièrement sur les dispositions juridiques qui ont régi le secteur éducatif congolais depuis la conférence de Berlin en 1885 à la publication de la première loi cadre sur l'enseignement en RDC en 1986. Nous avons affaire donc à un sachant, nous avons affaire à une éminence personne ressource pour parler, n'est-ce pas, de la situation
sociopolitique et humanitaire en République démocratique du Congo. Alors, bonjour, monsieur l'abbé. Bonjour, monsieur Zawi. Dans votre présentation, je note que vous avez fait 2 doctorats, un doctorat en droit canonique ou en droit canon, on le disait, en droit canonique, et puis un doctorat en droit civil. Comment vous avez pu faire la jonction? En fait, c'est une étude, ma thèse, qui est voluminée de plus ou moins 900 pages. On a fait encore cette thèse comme ça de... Oui. On a fait encore... Je l'ai fait. Oui, d'accord. La preuve qu'il y en a une devant vous, sous vos yeux. Et est une étude qui porte sur la législation, sur les lois qui ont régi un secteur clé de la vie nationale congolaise, l'éducation de la jeunesse. Et donc, il ne s'agit pas proprement parlant d'une thèse canonique. Il s'agit de lois éditées, publiées, promulguées par les pouvoirs publics. Et ce sont ces lois qui sont analysées dans cette thèse. Je peux vous en citer quelques-unes. Par exemple, j'ai analysé la réglementation scolaire de 1924, à l'époque coloniale, la réforme scolaire de 1948, la convention des écoles de 1977, mais puis la loi cadre de 1986. Donc ce sont ces lois que j'ai analysées. C'est une thèse canonique parce que j'ai fait mes études dans une université catholique et dans une faculté de droit canonique. Et à ce titre, ma thèse est une thèse canonique à cause de l'université. Mais le fait que je l'ai préparée dans une autre faculté de droit d'une université civile nationale comme Paris Sud ou Paris 11, qui fait partie d'un ensemble qu'on appelle Paris Sacré, alors m'a valu un double doctorat. D'accord, mais non, félicitations, mon père. Maintenant, vous avez l'autorisation de publier en l'état, parce que ce n'est pas toujours que les universités autorisent. Vous devez publier en l'état, sans transformation aucune, cette thèse. Oui, c'est la plus grande récompense d'une vie de bénédictin, d'une vie de travail pendant presque 4 ans. J'ai travaillé dur et pour pondre, si vous me passez l'expression, ce travail. Et donc, à l'issue de la soutenance qui a eu lieu à Paris Sud, le jury civil m'a autorisé de la publier en l'état. Donc, je peux vous fournir le rapport de soutenance et qui l'atteste noir sur blanc que c'est une thèse publiable en l'état. Et c'est ma plus grande récompense après des années de travail et de recherche. Oui. D'accord. Schéma directeur, monsieur l'abbé, c'est donc le thème, c'est donc la situation sociopolitique et humanitaire dans votre pays, la République démocratique du Congo. Est-ce que vous n'avez pas peur, en tant que prêtre, de vous engager dans une discussion qui concerne l'aspect politique de votre pays? Parce qu'en ce moment, sur le terrain, c'est un peu compliqué. Je sais que dans mon pays, avoir un franc-parler sur la situation que vivent les gens, le drame que vivent plus de 80 millions de Congolais est devenu pratiquement un délit, et même un crime. Et on peut faire l'objet d'exactions, de poursuites, tout ce qu'on veut. Parce qu'en fait, le Congo, Kinshasa est tout, sauf une démocratie. C'est une république à vocation démocratique, voilà ce qu'on devrait dire. Donc ça, je le sais très très bien. Mais la situation est tellement dramatique, M. Zawi, que je me sens obligé de prendre ma part et toute ma part à ce débat.
C'est à cause de la gravité de la situation que vit mon peuple. Voilà. D'accord. Donc, schéma directeur, la première question va aller droit au but. La République démocratique du Congo, la RDC s'appelait à l'époque le Congo Léopoldville, qui a acquis son indépendance le 30 juin 1960. Et puis, ça c'est important à souligner, 3 mois seulement après l'indépendance éclate une mésentente dramatique entre le Premier ministre Patrice Emery Lumumba et puis le président Kasabougou. Est-ce que les problèmes de la RDC ne prennent pas leur source dans cette mésentente? Il y avait un problème de légitimité entre ces deux hommes. Permettez-moi d'abord d'apporter une petite rectification dans la formulation de votre question. Allez-y. Elle dit, à l'issue de la conférence de Berlin, c'était le 26 février 1885. 85. Oui, 85, oui. L'actuelle République démocratique du Congo s'appelait État indépendant du Congo. À l'époque, c'était une propriété privée d'un seul individu, Léopold II, qui est le 2e roi de Belge. Donc, le pays ne s'appelait pas Congo Léopoldville, il s'appelait d'abord État indépendant du Congo. Et la suite des scandales que subissaient les indigènes, les autochtones, et à la suite de la pression de plusieurs puissances coloniales de l'époque, Léopold II était obligé de céder sa propriété privée à l'ensemble du royaume, donc au royaume de Belgique. C'était le 18 octobre 1808. Là, le Congo devient le Congo belge. Alors, à partir de cette date-là, d'octobre, 18 octobre 1908, le Congo-Kinshasa, ou la République démocratique du Congo, a pris le nom de Congo belge afin de le distinguer du Congo français, c'est-à-dire le Congo-Brazzaville actuel. Ouais. Évidemment, 5 jours après l'indépendance, pour revenir à votre question, c'était le 5 juillet 1960, une mutinerie sanglante a éclaté au Congo. Et ça a fait bien sûr beaucoup de dégâts. Et 67 jours après l'accession du pays à l'indépendance, là nous sommes le 5 septembre 1960, il y a une révocation, ce que je pourrais appeler une révocation réciproque entre le président de la République et le Premier ministre. Et pour ça, à mon humble avis, cet imbroglio... Le président Kasabougou a révoqué son Premier ministre. Patrice Emery Lumumba. Oui. Yes. Et 4 heures plus tard, le Premier ministre, fort de sa majorité au Parlement, a proclamé la déchéance du chef de l'État. Et contrairement, comme je l'ai dit tout à l'heure, à une opinion malheureusement répandue, le Premier ministre n'avait pas de prérogative juridique qui pouvait lui permettre de décevoir ou de destituer le chef de l'État. Donc, juridiquement, et le Premier ministre était en tort. Voilà. Évidemment, ce désordre, cet imbroglio au sommet du pouvoir est, à mon avis, la conséquence du fait que les Congolais n'avaient pas été préparés à des responsabilités de cette nature. Je reviens encore sur ce que j'ai dit, sur M. Bilsen, le professeur Van Bilsen, qui a fait une étude qui disait que le Congo devrait avoir une indépendance. 30 ans plus tard. Publié en 1956, yes. Soit 4 ans avant l'indépendance, un plan dit plan de 30 ans qui prévoyait l'accession du Congo à l'indépendance 30 ans plus tard. Normalement, ça serait en 1986, selon le plan de Bilsen. Et tout ça, c'est parce que les Congolais n'étaient pas préparés. Mais pourquoi alors votre pays a donc demandé son indépendance? Ça n'explique tout. Ouais. Ça n'explique pas tout. Il y a cette impréparation des Congolais à des hautes responsabilités politiques. Mais il y a aussi le fait que tous ces gens qui se sont succédés au pouvoir depuis 1965, là je parle de Mobutu, jusqu'à Kabila,
mais ont brillé par une gouvernance désastreuse. Je ne révèle pas un secret d'État, mais c'est comme ça, la preuve est que le Congo est pratiquement devenu la risée de l'histoire aujourd'hui. Mais malheureusement, c'est ça, c'est triste à évoquer, mais c'est comme ça, c'est la réalité. Et j'espère, et ils le savent eux-mêmes, que tous ces gens, ceux qui ont eu à gérer ce pays depuis l'indépendance jusqu'à aujourd'hui, porteront dans l'histoire la responsabilité de ce que des milliers de Congolais sont en train de vivre aujourd'hui. Et c'est comme ça que nous nous retrouvons aujourd'hui pratiquement, nous sommes des exilés de fait. Parce qu'on ne peut pas rentrer, vivre paisiblement dans ce pays. Moi, j'aurais pu déjà, je serais normalement rentré dans ce pays, travailler dans mon diocèse ou enseigner à l'université. Parce que les compétences que j'ai acquises en France sont normalement destinées à la jeunesse, à mon pays d'origine, c'est-à-dire le Congo. Et il y a des milliers de gens, des centaines de gens qui sont obligés de rester en Europe, tout simplement à cause de l'insécurité grandissante qui sévit au pays. L'abbé Désiré Bala, je rêvais un peu à l'histoire entre Patrice Emery Lumumba et Joseph Kasavubu, parce que c'est important à noter. Si je ne vous pose pas la question sur l'assassinat de Patrice Lumumba, ceux qui nous regardent vont m'en vouloir. Qu'est-ce qui s'est passé exactement ce jour-là, quand Patrice Lumumba a été assassiné? Je crois savoir que Lumumba a été arrêté à Kinshasa d'abord, avant qu'il ne soit transféré dans une prison à Lubumbashi, dans l'actuel, bon, enfin, dans le Katanga actuel. Katanga, oui. Bon, il n'est même plus correct de parler de Katanga parce que l'ancienne province de Katanga a été subdivisée il y a 2 ans en 4 provinces. Bon, et c'est de là où ceux qui avaient signé sa mort, ceux qui avaient décidé de sa mort, l'ont mis à mort. Il paraît qu'il a été, et selon mes connaissances, selon mes sources, il a d'abord été exécuté avant que son corps brûle dans l'acide sulfurique pour qu'il ne reste aucune trace de cet homme là-bas. Voilà, il paraît encore ses dents. Il y a un Belge qui aurait gardé ses dents comme une preuve de sa mort. Parce que c'est un homme qui dérangeait beaucoup, il avait un franc-parler, il avait tenu un discours pratiquement virulent devant les autorités belges et les jours de l'accession du pays à l'indépendance. Et ça, c'était impardonnable pour un certain nombre de gens. Il y a eu une conspiration, que je dirais internationale, pour mettre fin à cet homme qui voulait, qui était de tendance nationaliste et qui voulait se rapprocher aussi de Moscou dans une ambiance de guerre froide. Donc ça vous donne une idée un peu plus précise. C'est l'intention qu'on lui prêtait, cette acquaintance avec l'Est. Ça, c'est une question à creuser. C'est une question à creuser. Bon, bref, on va revenir. Si vous voulez un jour. Un jour, on peut refaire une émission sur Patrice Lumumba. Rien que sur Patrice Lumumba, je pense que même écrire des volumes à ces sujets. Absolument, d'accord. Bon, on sait bien le peuple congolais, on le dit, il y a plusieurs centaines d'ethnies dans votre pays. Certains donnent le chiffre de 400, d'autres parlent de 450 ethnies. Est-ce que l'instauration du parti unique en 1967 par le président Mobutu Sese Seko Kuku Mbengu Wazabanga n'a-t-elle pas réglé le problème de l'ethnisation de la vie politique en RDC? Le fait d'instaurer le parti unique, parce que Mobutu pensait pouvoir régler le problème de la multiplicité ethnique en créant un parti unique. Est-ce que ça a vraiment réglé le problème? Pour être plus clair. Régler le problème, je ne le crois pas trop. Je sais que le 20 mai 1967, il a créé son parti, le Mouvement populaire de la Révolution, Imper en sigle. Et ce parti a beaucoup contribué à une prise de conscience beaucoup plus importante de l'appartenance à un seul destin. Donc moi, je suis de gens qui pensent que Mobutu a beaucoup contribué à une prise de conscience
nationale du peuple congolais. Et je pense que ça, on le lui doit. Mais malheureusement, enfin politicien, Mobutu a vidé, disons, cette vocation initiale de son parti en faisant du MPR un instrument de propagande politique pour ses propres fins. C'est-à-dire, il voulait en réalité asseoir un pouvoir sans partage. Et donc, pour revenir sur le parti politique, je dirais que les tribus au Congo ne sont pas un problème en soi. Moi, j'y ai vécu pendant 40 ans, donc je sais ce dont je parle. Ce sont plutôt les hommes politiques. Vous voulez parler d'une sorte les hommes, là, ce sont les hommes qui instrumentalisent les appartenances ethniques. Il y a une nuance. Parce que moi-même, je suis le fruit de deux ethnies. Mon père est Lika, tandis que ma mère est Boudou. Et donc, je fais une synthèse de... Il n'y a jamais eu de problème entre les Lika et les Boudou. Mais ce sont les hommes politiques, pour des fins qui sont assez souvent inavouées, qui font que on instrumentalise les appartenances des uns et des autres à certaines origines ethniques. Donc, pour moi, c'est une simple question d'instrumentalisation des appartenances claniques, ethniques et tout ce que vous pouvez savoir à ces sujets. Donc pour vous, l'abbé Désiré Balabala, la zaïrinisation que prônait le président Mobutu Sese Seko a donc permis de régler un tant soit peu le problème de la pluralité ethnique. C'est ce que vous avez dit. Oui, je ne dirais pas la zaïrinisation, parce que la zaïrinisation, c'est un volet, le volet économique de la politique de Mobutu, dite politique de l'authenticité. Mais au départ, on parlait du nationalisme authentique zaïrois. Et à la fin, il a fini par parler plus que de la politique de l'authenticité. Et alors, ça c'est, disons, ce qu'on pourrait dire la philosophie, la somme, la synthèse de la politique de Mobutu. Évidemment, il fallait... La finalité de l'authenticité de Mobutu, c'était quoi? Et aider les Congolais à penser le séquel des traumatismes coloniaux, enfin du système colonial. C'était ça. Mais une fois de plus, tout ça, que ce soit la zaïrinisation, que ce soit l'authenticité, tout ça, Mobutu a instrumentalisé tout ça pour des fins politiques, parce qu'il voulait asseoir un pouvoir sans partage. Et il a régné pendant 32 ans, bien compté, et pratiquement sans opposition, sans partage, pratiquement un monarque absolu. Donc, voilà. Bien sûr, sous son règne, n'est-ce pas, la corruption, l'enrichissement illicite, l'endettement du pays, depuis Mobutu jusqu'à Kabila aujourd'hui, est-ce que ce ne sont pas les mots chroniques qui freinent, ça on peut le dire, hein, le développement de votre pays? La corruption, l'enrichissement illicite, vous en avez parlé un peu, l'endettement du pays aujourd'hui, est-ce que ce n'est pas des freins, n'est-ce pas, qui empêchent le Congo de rebondir, malgré toutes ces richesses, disons, sous-sol? Je vous remercie de me poser cette question. Elle a le mérite d'être claire, et je tâcherai d'être clair aussi dans mon approche. Je ne sais pas exactement ce qui se passe dans d'autres pays africains, mais au Congo, les plus grandes fortunes côtoient les misères les plus noires et les plus révoltantes. Selon une étude de Transparency International, excusez mon accent, alors le Congo Kinshasa est le 6e pays le plus corrompu d'Afrique. Cherchez ça sur Internet, c'est noir sur blanc. Donc je n'invente rien. Il y a eu 2 ans, il y a eu de révélations de certains journalistes au Panama. Et selon cette fuite de monnaie, 15 milliards voilà, de dollars. Voilà. Et tout ça, ça vous aide
à vous faire une idée un peu plus précise sur le degré de prédation et de corruption dans mon pays. Un pays riche, mais qui est en fait un des pays les plus pauvres. Parce que, plus ou moins, je pense que le Congo occupe la 182e position, l'avant-dernière position des pays. 186. Oui, des pays les plus pauvres du monde. Ça contraste avec les ressources, les atouts, tout ce que les minéraux. Mais c'est ça, parce que c'est un pays qui est très mal géré. Donc, pour moi, la classe, ceux qui gèrent, portent la responsabilité, une part énorme de responsabilité dans ce qui se passe. D'accord. Je reviens encore à la situation en RDC par rapport à la CNCO. Vous êtes prêtre et ce sont le clergé, un Congolais qui a dirigé les dernières initiations dans votre pays, les dernières négociations, pardon. Et un accord a été signé le 31 décembre 2016 et cet accord instaure une période de transition au cours de laquelle Joseph Kabila et l'opposition devaient co-gérer, n'est-ce pas, l'État congolais. Est-ce que c'est le cas actuellement? Parce que quand l'accord a été signé, il y a eu quand même beaucoup de balbutiements. Est-ce que c'est le cas? Est-ce que les accords, le principe de co-gérer l'État est respecté? Franchement, cet accord dit de dernière chance, parce qu'il a été signé le 31 décembre 2016, a fait naître beaucoup d'espoir chez nous, au Congo. Mais malheureusement, et après la signature, ma réaction est restée mitigée, connaissant un peu la classe politique congolaise. Et la suite m'a donné raison. Parce qu'en fait, cet accord n'a jamais été appliqué. On n'est jamais parvenu à nommer donc, la classe politique, les composants ou alors les signataires de cet accord ne sont jamais parvenus à nommer, à désigner un premier ministre et puis un président du conseil du suivi de l'accord national. Est-ce que la mort d'Étienne Tshisekedi n'a pas joué en défaveur de cet accord? Je ne pense pas. S'il y avait des hommes responsables, des gens soucieux de l'avenir du pays, de la jeunesse, la mort de M. Tshisekedi n'avait pas vocation à jouer un quelconque rôle dans ça. Moi, ça c'est un prétexte. Et Tshisekedi, paix à son âme, a été pendant plusieurs années, plusieurs décennies, un acteur de la vie politique congolaise. Il est décédé, comme beaucoup d'autres, comme Mobutu, comme Lumumba. Et alors, mais la vie ne s'arrête pas avec le décès de Tshisekedi. Il y a plus de 80 millions de Congolais. Je pense qu'il y a lieu de s'asseoir autour d'une même table pour choisir des gens qui pouvaient diriger, gérer le pays pendant cette période de transition. Voilà. Donc, moi, je ne pense pas que la mort de Tshisekedi ait influencé d'une quelconque manière le retard ou l'échec de cet accord de dernière chance. D'accord. Monsieur l'abbé, l'accord entre Joseph Kabila et l'opposition stipule clairement que le président Kabila ne briguera pas un troisième mandat. Les signataires sont allés même plus loin pour dire qu'aucune tentative n'est possible pour réviser la Constitution pendant cette transition. Est-ce que vous croyez à cette disposition de cet accord? Pour ce qui me concerne, yes, l'accord du 31 décembre 2016 est l'expression d'une volonté populaire. Voilà, donc c'est un accord qui a apporté un certain soulagement et un apaisement. Par ailleurs, l'article 220 de la Constitution congolaise en vigueur limite clairement le nombre de mandats à 2.
Donc la question est réglée par la Constitution qui est la loi fondamentale. Ce n'est pas une question de sentiment, c'est la Constitution qui le règle. Voilà 16 ans que Kabila est au pouvoir et voilà, la Constitution prévoit que après le règne, on devient sénateur à vie. Voilà, moi je pense, je voudrais être élégant ici, les Congolais sont prêts à l'aider, à le voir dans la chambre haute du Parlement, c'est-à-dire au Sénat. Oh, il n'a plus de place au sommet de l'État. Ça c'est clair, la question est réglée par la Constitution nationale. Ce n'est pas une question de sentiment. Et je pense qu'il est temps pour qu'ils le comprennent. Que voilà, il a fini ses 2 mandats. Je dirais même ses 3 mandats. Ça fait 16 ans qu'il a la tête du pays avec tout ce qu'on connaît de sa gestion. Est-ce qu'il ne va pas changer la Constitution? Je ne le souhaite pas. Si vous demandez mon point de vue, parce que je ne souhaite surtout plus le revoir à la tête de ce pays. Ce n'est pas moi, mais c'est 80 millions de Congolais qui ne veulent plus de cet homme à la tête de l'État. Il a quand même ses partisans, M. l'abbé. Ah oui, je pense qu'il y a certainement, à l'exception sans doute... Il a quand même ses partisans. Ah oui, à l'exception sans doute de ses partisans, mais sondez l'opinion dans la diaspora et même au pays. Plus personne ne veut de cet homme à la tête du pays. À l'exception, bien sûr, des lèche-bottes et des gens, des privilégiés, des gens qui profitent du système. Moi, je vais vous dire une chose. Où a-t-on déjà vu un homme qui se réclame être chef de l'État assister passivement au massacre, à l'extermination du peuple, comme ce qui se passe au Congo? Comment on peut concilier ça? Se dire chef de l'État et on assiste au massacre, à l'extermination de son peuple. Aujourd'hui, la RDC compte 2,5 millions de déplacés. Est-ce que c'est normal? On va revenir sur ce sujet qui fait l'objet d'une question, d'un chapitre important dans mon conducteur. Mais on va finir avec l'accord initié par la CNCO, la Conférence nationale épiscopale du Congo. Jusqu'au 7 avril 2017, l'accord n'était pas encore entré en vigueur. Et puis le président avait nommé un nouveau Premier ministre. Avec cette décision, tu allais, n'est-ce pas, à l'encontre de l'accord. Par ailleurs, il faut noter que les évêques se sont retirés de la médiation après avoir constaté eux-mêmes l'échec de l'application de l'accord. Alors, comment la situation va évoluer dans votre pays? Avec tout cette situation un peu cafouilleuse. Monsieur Zaoui, vous me donnez l'opportunité de saluer le travail accompli par les évêques du Congo. Les sacrifices consentis par ces gens pour conduire le pays vers une solution apaisée. Mais une fois de plus, les intérêts égoïstes et partisans des uns et des autres ont pris le pas, le dessus, sur l'intérêt général. Moi, le désespoir, le pessimisme ne font pas partie de mon vocabulaire. Moi, je crois à des jours heureux pour ce pays. Sinon, ce n'est pas la peine d'être prêtre. Je souhaite vraiment qu'un jour, que ce peuple connaisse des jours heureux et qu'il se dote d'hommes politiques, donc de dirigeants politiquement responsables. Ça, je l'appelle de tous mes voeux. Selon vous, l'accord initié par la conférence épiscopale nationale, signé sous la médiation des évêques était un bon accord? Dans l'ensemble, parce qu'il prévoyait une cogestion du pays entre... Un Premier ministre désigné par consensus par l'opposition. Oui, entre des membres de ce qu'on appelle encore la majorité présidentielle et ceux de l'opposition. Donc, en fait, c'était un partage du pouvoir pour conduire à des élections libres, transparentes. C'était ça. Et quoi de plus beau pour un peuple? Parce qu'on en a marre. En 1964, 4 ans après l'indépendance, le Congo
a déploré la mort des milliers de gens. Et lorsqu'il y a toutes ces armées congolaises, il y a encore eu des milliers, certains parlent même de 12 millions de Congolais qui sont décédés. C'est tout un génocide qui ne dit pas son nom. Je l'évoque avec beaucoup de meurtrissures au cœur. Oui. Et donc, moi, à mon avis, cet accord n'était pas parfait, mais c'est un accord qui aurait pu permettre aux Congolais de sortir la tête haute de la crise. D'accord. Tout à l'heure, vous avez parlé un peu de l'aspect humanitaire. Comme c'était prévu dans mon conducteur, donc j'en reviens donc à cet aspect. L'entrée massive des Rwandais en RDC en 1994, la guerre et les rébellions récurrentes ne sont-elles pas des fleurs qui minent encore le pays avec des conséquences humanitaires très graves, notamment dans le Kasaï oriental et même occidental et le Katanga? Tout à l'heure, vous en avez parlé un peu. La contestation du pouvoir monolithique de Mobutu a abouti à la présence de plusieurs armées étrangères au Congo. Et cette présence indésirable pour moi a eu des conséquences multiformes. D'abord des pertes en vies humaines, et puis des pillages, la surexploitation des ressources du pays, l'humiliation. Vous ne pouvez pas vous imaginer ça. L'humiliation que nous, Congolais, on a subie par la présence des Rwandais, des Burundais, des Ougandais, chez vous jusqu'au village. Et cela jusque pratiquement à l'accord de Sun City en 2002. Et donc, ce sont cette présence a des conséquences incalculables au Congo. Donc, aujourd'hui et jusqu'aujourd'hui, parce que en fait, ces agressions ont pris un nouveau visage aujourd'hui. Aujourd'hui, on parle des rébellions, des milices et d'hommes armés non identifiés. Mais ce sont des formes larvées, en fait, de ce qu'on a connu, de ces agressions d'armées étrangères qu'on a connues au Congo depuis. Il y avait des conséquences inimaginables. Des gens, moi je viens de la campagne, des gens qui sont obligés de fuir la campagne, qui sont obligés de fuir le village, parce qu'il y a beaucoup de morts, il y a des massacres. Et au village, les gens habituellement vivent de produits de leurs champs. Et lorsque les gens sont aussi traumatisés, ils sont obligés de fuir leur village et donc de s'exposer à l'errance, et puis surtout à l'insécurité alimentaire, avec toutes ces conséquences. Non, mais les conséquences sont multiformes au Congo. Et c'est triste, très triste à l'évoquer. Oui. Est-ce que le Congo n'est pas, quand on regarde au fond des choses, le Congo n'est-il pas victime de ces richesses du sous-sol, notamment du coltan aujourd'hui, qui fait partie intégrante dans la fabrication des portables? Ça, c'est entre autres choses. C'est un minerai extrêmement précieux qui fait qu'aujourd'hui, les rébellions se multiplient, téléguidées de l'extérieur. Vous savez, il y a des pays riches au monde, naturellement, comme la Russie. Heureusement, la Russie est forte. Si elle n'était pas forte, elle connaîtrait le même sort que les Congolais. Donc, dans ce sens, à ce titre, on peut dire que le Congo est victime de ses ressources. Et ça, tous les Africains doivent le comprendre. Il faut que tous les Africains se réalisent, parce que ce qui frappe la situation que vit le Congo, d'autres pays peuvent aussi le vivre. Et peut-être qu'ils le vivent aussi, mais à une autre échelle. Donc, le fait d'être agressé chez vous,
le fait d'assister comme ça, comme on sait à quoi on assiste, à la surexploitation, au pillage de matière, du sol, du sous-sol, du bois, de tout ce que vous voulez. Et ensuite, parce que quand on a des dirigeants traîtres, je sais que sous Mobutu, on avait le pays était bien sûr exploité, mais on ne vivait pas l'insécurité comme c'est que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Qu'on massacre les gens au village, des gens qui n'ont rien à faire avec là, tout simplement parce qu'on voudrait vider les villages des gens, on vient massacrer les gens sur les sols de ses ancêtres. Pour exploiter le sol. Mais bien sûr, et pour d'autres fins. Comment est-ce qu'on peut comprendre qu'on continue à massacrer un peuple comme ça pendant des années, alors que la police et l'armée nationale est présente? C'est inimaginable. Ça dit clairement que le pouvoir en place est complice. Vous parlez du Kasaï oriental. Ah oui, je parle d'abord de ce qui se passe au nord-est, dans le sud Kivu, mais bien sûr ce qui se passe dans les Kasaï actuels. Bon, je ne vais pas pleurer avec vous, mais c'est une situation extrêmement dramatique. Triste. Je dois faire mon boulot. Bon, les Nations Unies, on va en parler. L'ONU est présente au Congo, et puis ce n'est pas la première fois, parce que déjà en 1960, l'ONU était déjà au Congo, n'est-ce pas, pour réunifier votre pays. Et puis l'ONU est revenue depuis 1999, pour, n'est-ce pas, dit-on, pour maintenir la paix. Alors, la question qu'on est en train de se poser, qu'est-ce que fait exactement l'ONU dans votre pays? En 2013, si ma mémoire est bonne, l'ONU, l'Organisation des Nations Unies, a beaucoup contribué. La MONUC, oui, qui est au Congo, a beaucoup contribué pour qu'on mette fin à la rébellion dite M23. Alors, si vraiment la MONUC, avec les moyens dont elle dispose, avait la ferme intention, la ferme volonté d'aider le Congo à mettre fin à ce chaos, elle l'aurait fait comme elle l'a fait en 2013. Et donc je comprends que la présence de la MONUC aujourd'hui au Congo obéit à d'autres fins que celle d'imposer ou d'apporter effectivement la paix au Congo. C'est triste à l'évoquer, mais c'est comme ça. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Ah oui, c'est-à-dire que donc, ce qui se passe nous aide à prendre toute la mesure des défaillances de cette institution. C'est une institution qui est défaillante, qui ne répond pas à sa vocation, la vocation qui lui a été assignée à la fin de la Seconde Guerre mondiale, en 1945, celle d'apporter la paix au monde. Et si elle a des forces, elle a une armée, enfin, le casque bleu, justement, la MONUC au Congo a pour mission, elle a une mission d'imposition, d'imposer la paix. Mais comment se fait-il que la MONUC soit là et qu'on n'arrive pas à imposer la paix? Et c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui cloche. Elle a échoué dans sa mission. Et pour moi, c'est pour moi l'occasion d'interpeller cette MONUC, qu'elle revienne sur sa mission, la mission qui lui a été confiée au Congo. C'est une institution internationale, supranationale, qui doit protéger, qui doit apporter la Et je pense, je souhaiterais même que vraiment que les nations, le peuple du monde entier qui m'entendent, nous aident vraiment à organiser des élections dignes de ce nom pour sortir de cette crise. Parce que sinon, je pense qu'on va assister comme ça, on va assister impunément, indéfiniment à un génocide qui ne dit pas son nom. On a parlé des Nations Unies, bien sûr, il y a que le Congo appartient à l'Union africaine. L'Union africaine avait désigné à l'époque M. Edem Kodjo, l'ancien Premier ministre togolais, pour faire une médiation. Alors,
Qu'en est-il aujourd'hui de cette médiation de l'Union africaine? À l'image de la piètre prestation du monsieur que vous venez de citer, Edem Kodjo, l'Union africaine brille par son indifférence sur les sorts que subissent près de 80 millions de Congolais. Donc, contrairement à sa vocation initiale, lui assigné par ses pairs, les pairs de l'Union africaine, de l'unité africaine au début. Et l'Union africaine est devenue une sorte de club de gens qui se sont ligués, des gens, en fait d'abord des technocrates, mais surtout des dirigeants qui ne font que protéger leurs intérêts. Et c'est comme ça que l'Union africaine connaît très bien le régime populaire. L'Union africaine connaît très bien ce qui se passe au Congo. Les pillages de matière au Congo, les massacres qui se passent. Mais il n'y a même pas de déclaration à ce sujet, même pas de déclaration verbale. L'Union africaine sait très bien qu'il y a un homme qui est en train de narguer toute la communauté internationale et qui ne veut pas organiser des élections. Mais il y a un silence compact, un silence de plomb à ce sujet. Et donc, une fois de plus, c'est une institution aussi qui a failli. Qui, en fait, qui est devenue un club de gens qui ne font que défendre leurs intérêts. Tout ça. Selon vous, qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui pour que la situation puisse être décantée dans votre pays? Il faut d'abord une prise de conscience africaine. Ce n'est pas une question du Congo. Parce que ce qui arrive au Congo peut aussi arriver à la Côte d'Ivoire, au Togo, et vous savez, il y a tout ça. Et donc, il faut une prise de conscience. Toute l'Afrique a besoin d'un nouveau leadership, des gens responsables. Et je suis sûr que l'Afrique, les fils et les filles d'Afrique sont capables de beaucoup, contrairement à tout ce qui est véhiculé. Comment voulez-vous, M. Zaoui, qu'on comprenne que des dirigeants d'une cinquantaine d'États africains laissent les enfants d'Afrique, les fils et les filles d'Afrique, terminer leur vie dans le ventre des monstres marins, comme ce qui se passe à la Méditerranée? Est-ce que c'est normal? Et que tous ces dirigeants restent muets, étrangers, indifférents à ce qui se passe, à un drame d'un tel ampleur? Ça vous donne une idée plus précise de ce qui est devenu l'Union africaine. Indifférente à des causes qui devraient normalement retenir l'attention, c'est-à-dire la bonne gouvernance, la paix, la sécurité du peuple. Je n'ai peut-être pas de mots justes pour les traduire, mais pour moi, c'est une institution qui est complètement à côté de sa plaque. Complètement. Revenons à votre pays précisément, on sait qu'au Congo, en RDC, le déficit, n'est-ce pas, des infrastructures, tout à l'heure vous avez parlé un peu de la qualité de la gouvernance politique et économique, vous en avez parlé, l'environnement des affaires peu favorable, le chômage de masse et enfin la faiblesse de la statistique nationale. Ne sont-ils pas des défis importants que le Congo doit relever pour amorcer, n'est-ce pas, un développement durable, pour parler comme la littérature à la mode? Déficit d'infrastructures. Ouais. Mauvaise qualité de gouvernance. Yes. Environnement des affaires peu favorable. Chômage de masse. Absence de statistiques. Ça, c'est à l'instar du Congo, c'est tous les pays africains. Voilà, donc en fait, ce sont des mots qui gangrènent ce pays. Et d'ailleurs, c'est que la réalité que vit effectivement le Congolais dépasse la fiction. Aucun mot ne pourrait rendre ce que le peuple congolais est en train de vivre à ce jour. Et pour moi, le plus grand, la chose qui devait passer avant tout au Congo, c'est d'abord la sécurité. On ne peut pas développer un pays si la population ne se sent pas en sécurité.
Et ça, c'est le rôle de l'armée et de la police de protéger les personnes et leurs biens. Sans sécurité, sans paix, le peuple ne peut on ne peut rien faire dans un pays comme celui-là. Donc pour moi, le peuple congolais a besoin de se sentir protégé, de se sentir sécurisé. Et il a aussi besoin d'un nouveau leadership. Voilà. Donc, la gouvernance. Et bien sûr, naturellement, il faut une nouvelle gouvernance. C'est-à-dire des nouvelles têtes, un peu comme on le voit dans certains pays où alors les gens sont en train de renouveler la classe politique. Et je pense que le cas de Macron est parmi les cas le plus patent, le plus éloquent C'est en France. Oh, en France, bien sûr. D'accord. Monsieur l'abbé, c'est peut-être mon avant-dernière question. Dans ma recherche documentaire, je suis tombé sur une interview que vous avez accordée à un journal congolais en 2014. Et vous parlez dans ce journal de la sœur Marie-Clémentine Nengapeda Anolite. Je sais qu'elle a été béatifiée par le pape Jean-Paul II. Et puis, alors, cette religieuse est reconnue à sa juste valeur, notamment en Afrique, mais ici en Occident, on en parle très peu. On en parle vraiment très peu. Elle a été béatifiée. Je ne sais pas s'il y a encore d'autres personnes religieuses en Afrique qui ont été béatifiées par un pape. Non, je pense qu'elle a été béatifiée, si ma mémoire est bonne, le 15 août 1985 par le pape Jean-Paul II. Oui. Annualité, pas annualité, comme c'était. En italien? Oui, non, c'est en boudou, en langue boudou. Ah, c'est une boudou. Oui, dans la langue boudou, le R n'existait pas. Donc, on prononce, on dit annualité. Les Congolais, les deux Congos ont souvent un problème pour prononcer le mot U. Pour peuple, on dit peuple. Ouais. Le peuple. C'est dû à quoi? Je n'en sais rien. Vous donne l'occasion. Je n'en sais rien, mais je sais tout simplement que... un problème pour prononcer le U. Je sais tout simplement que chez les Boudous, le R n'existait pas. Ouais. On dit annualité et non annuarité. Et alors, la sœur annualité est un fleuron de la chrétienté congolaise. Elle est un modèle de la jeunesse. Africaine même, là. Oui, et c'est pour cette raison qu'elle a été honorée du titre de la patronne de la jeunesse congolaise. Voilà. Et déjà au Congo, il y a une grande dévotion sur sa personne. Le cinquantenaire a été fêté, je me rappelle, je ne sais plus en quelle année, mais vous avez, au Congo... Oui, le cinquantenaire de sa mort, elle est décédée le 1er décembre 1964. Yes, alors, en 2014, nous avons fêté son jubilé d'or, dont le cinquantenaire de sa mort. Et c'est à cette occasion que j'avais donné l'interview à laquelle vous faites allusion. Voilà. Donc, elle est la patronne des jeunes au Congo. Il y a une grande dévotion qui se développe au Congo, mais cette dévotion a vocation à traverser les frontières. Et ça, c'est le travail de toute l'Église, parce que c'est une fille de l'Église catholique, mais aussi sur le travail des Africains et des Congolais de contribuer au rayonnement des vertus ou des qualités de cette religieuse d'exception. Pour vous en finir, moi j'ai connu personnellement ses parents. Je connais là où elle est née. J'ai connu sa mère, son père, ses sœurs. J'ai été aussi curé d'une paroisse où elle a fait sa formation, c'est-à-dire à Bafouabaka, pendant 6 ans. J'étais curé de cette paroisse-là. Donc je connais assez bien l'histoire de cette sœur. D'abord comme fils du diocèse de Wamba, parce qu'elle est du diocèse de Wamba, mais aussi parce que j'ai été curé, vicaire dans sa paroisse d'origine et curé de la paroisse où elle a passé ses 6 années. Voilà. D'accord. Notre émission est terminée. Bon, c'est vrai que nous sommes liés par le temps. Alors pour finir, l'abbé Désiré Bala, que voulez-vous que l'on retienne
par rapport à tout ce que vous avez dit, que voulez-vous que l'on retienne de la situation sociopolitique et humanitaire de la République démocratique du Congo? Je dois reconnaître que la situation que vit mon peuple ne prête pas au sourire. Elle est triste, elle est même dramatique. Les auteurs de ce désastre en porteront la responsabilité devant l'histoire. Mais la pire des choses qui puisse arriver à nous autres Congolais, c'est la démission. Et c'est de croire que c'est une fatalité. Parce que moi, je suis convaincu d'une chose. L'histoire nous apprend que personne ne peut venir à bout d'un peuple qui est déterminé à assumer son destin. Donc, j'invite le peuple congolais à se mettre debout et à se rassembler pour l'avènement d'un nouvel ordre au Congo. Et à vous tous qui m'écoutez, je voudrais inviter tout le monde à être vraiment mes ambassadeurs auprès des États, auprès de vos dirigeants de vos États. Parce que ce qui arrive au Congo peut aussi frapper, peut aussi arriver à d'autres pays. Je voudrais vraiment que tout le monde crie avec les Congolais pour que advienne finalement un état de droit, un état de paix, un état où il fait beau vivre, un état où tout le monde est égal devant la loi. Merci l'abbé Désiré Bala Nimbézé. Je rappelle que pour vous, nous recevions dans le schéma directeur l'abbé Désiré Bala Nimbézé. Il est en séjour d'études ici en France où il officie justement. Il est prêtre catholique du diocèse de Wamba en République démocratique du Congo. Depuis le 18 août 1996, l'abbé Désiré Bala est titulaire d'un double doctorat, on l'a dit en introduction. Il est docteur en droit canonique à l'Institut catholique de Paris et en droit civil à l'Université Paris-Saclay, France, depuis le 18 octobre 2016. C'était récent. Il a eu le droit de publier totalement sa thèse de doctorat et c'est une bonne nouvelle pour ceux qui voudront en savoir davantage sur le Congo. Cette émission est terminée. Je vous souhaite de passer une très bonne soirée ou pour ceux qui commencent le jour comme aux États-Unis, bonne journée. Et je rappelle que notre émission, notre chaîne est ouverte à tous les courants de pensée politique. Les portes sont ouvertes. Et nous vous accueillerons avec beaucoup de plaisir. Cette émission est terminée. Allez, à bientôt pour un autre numéro de Schéma Directeur. Pour toutes vos stratégies de communication, vos manifestations politiques et culturelles, vos conférences et séminaires de formation, pour toutes vos cérémonies de mariage et de baptême, vous avez désormais une adresse professionnelle. L'agence Glouzilet au 26 avenue Henri Barbus, 93 000 Bobigny. Un studio high-tech de 49 mètres carrés est mis à votre disposition avec du matériel moderne de production et de post-production. L'agence Glouzilet dispose également de 2 supports de communication sur Internet, bzd-tv.com et glouziletnews.com. Pour plus d'informations, vous pouvez nous joindre au 09 19 588 881, 06 30 768 600, 06 65 381 367.